Es ist immer schön, hier in Luxemburg zu sein. Es ist ja so ein geschichtsreiches und kleines Land. Ich wohne in Wiesbaden und jeden Morgen, wenn ich meinen Sohn zur Schule bringe, komme ich durch den Wald zurück und es gibt ein Mahnmal aus dem Zweiten Weltkrieg, aus der Zeit der Nazi-Herrschaft. Und das habe ich mir mal angeguckt und es kamen dort zu Tode keine jüdischen, keine russischen Zwangsgefangenen, sondern luxemburgische, 44 luxemburgische Zwangsarbeiter waren in Wiesbaden beschäftigt und fielen dort Bomben zum Opfer, weil sich die SS-Wachmannschaft in den Bunker zurückgezogen hat und die alliierten Bomber haben dann nur die schutzlosen Zwangsarbeiter getötet, 44 Luxemburger, und einige konnten überleben. Es ist irgendwie immer wieder erstaunlich, wie das 20. Jahrhundert immer so in unseren Alltag an ganz unüberdachten Momenten plötzlich so aufscheint. Und das ist auch ein bisschen immer der Ausgangspunkt, so meine Reflexion, wenn wir über die heutige Lage nachdenken, zu schauen, uns geht es ja super. Ja? Nach all den, so meine Generation und auch alle anderen hatten die beste Schulbildung genossen, ungefähr die man sich vorstellen kann auf dem Planeten, nicht einen Tag gehungert, alles bestens. Europa wuchs und gedeiht, solange ich mich daran erinnere. Erste Direktwahl des Europäischen Parlaments, dann die Einführung des Euros, deutsch-französische Freundschaft wurde immer intimer und jetzt das. Ja, und jetzt finden wir uns wieder in einer Situation, wo wir uns sorgen müssen, nicht nur um den Zusammenhalt Europas, sondern auch um die Stabilität der Demokratie und die Abwehr von radikalen Tendenzen, einmal der radikalen Rechten und zum anderen des radikalen Islamismus. Und darüber denke ich viel nach. Und deswegen frage ich mich, Generationen der 30er Jahre hatten ja so ihre Erfahrung mit dem Ersten Weltkrieg und gab keine Massenmedien, gab kein Internet. Aber wir heute haben das alles. Und deswegen frage ich mich manchmal, ob wir vielleicht die dümmste Generation sind, die je gelebt hat. Ja, weil wir alles aufs Spiel setzen, ohne richtigen Grund. Und diese Gedanken und viele andere, die uns bewegen, möchte ich mit Didier Eribon und Heinz Bude teilen, die zu meinen großen Helden gehören, deren Bücher ich fast alle gelesen habe, glaube ich. Und muss schon ein Luxemburger Zentrum sein, um uns hier alle zusammenzubringen. Also nochmal herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Merci d'être venu, Didier Eribon. Vielleicht die erste Frage an Didier Eribon. Sind wir die dümmste Generation, die je gelebt hat? Est-ce que nous sommes la génération la plus stupide qui ait jamais existé pour détruire tous ces acquis? Je ne sais pas, j'espère que non, que nous incarnons une génération particulièrement intelligente, au contraire. Il est vrai que l'Europe, enfin les pays dans lesquels nous habitons, celui dans lequel nous parlons ce soir, peut-être moins que d'ailleurs que l'Allemagne et la France, mais l'Angleterre, d'autres pays d'Europe du Nord sont confrontés à des phénomènes assez inquiétants, angoissants, asphyxiants de montée d'une sorte de nationalisme qui se définit par hostilité aux nouveaux arrivants en Europe, aux migrants, aux réfugiés. Et il y a enfin, on l'a vu avec le Brexit en Grande-Bretagne, il y a une sorte de pulsion mauvaise à défaire ce que les générations précédentes avaient eu tant de mal à construire, c'est-à-dire une Europe avec toutes les difficultés, bien sûr, qu'une Union européenne qui n'était pas si facile à construire, encore moins facile à élargir, mais qui aujourd'hui est très, très difficile à maintenir, puisqu'il y a des tendances à sortir de cette Europe et à ne plus vouloir appartenir à cette union. Pour moi, une des questions principales, c'est quand on parle de l'Europe et des risques qui la menacent, c'est
comment on définit l'Europe? Qu'est-ce qui définit l'Europe? L'Europe, forcément, se définit affirme une identité européenne, se construit sur la base d'une identité européenne dont on peut penser qu'elle ne peut pas être homogène, unitaire, une identité qui serait identique à elle-même. Une identité européenne, c'est forcément une identité dans la pluralité, l'hétérogénéité. Si on pense à la culture arabo-musulmane du sud de l'Espagne, si on pense à la complexité religieuse, culturelle des pays des Balkans, sans parler évidemment de l'Allemagne, des pays scandinaves ou de l'Angleterre et même de la France, bien sûr, il n'y a pas d'identité européenne au sens où il y aurait une homogénéité de cette identité. Et par conséquent, affirmer une identité pour refuser l'accès à un territoire européen qui devrait se défendre contre des gens qui arrivent et qui seraient une menace pour une identité qui est forcément fictive, mythique, me semble être un discours particulièrement dangereux. Et s'il y a une tâche qui nous incombe aujourd'hui, c'est d'essayer de défaire ce discours sur l'identité nationale, sur l'identité européenne. Et on voit bien dans les campagnes électorales aujourd'hui en France comment le discours sur l'identité nationale est un discours qui prospère, qui est repris à droite, à gauche, comment l'extrême droite, en mettant en avant ce thème de l'identité nationale, a quasiment obligé tous les autres partis à obliger. Ils n'étaient pas obligés, mais c'est ce qu'ils ont fait. Au lieu de s'opposer au discours de l'extrême droite, ils ont essayé de changer les termes du débat. Parce que c'est ça qui est très important, qu'il y ait un débat, c'est très bien. Mais quels sont les termes du débat? Qui les définit? Comment on les définit et qui les définit? Dès lors qu'on accepte que le débat tourne autour de la question de l'identité nationale, de l'identité européenne, il y a tous les risques qui sont inhérents à ces notions fermées, figées. Et je pense que le rôle qui est le nôtre, pas nous trois, mais ni nous tous, mais le rôle des intellectuels, de la culture, des artistes, des écrivains, c'est justement d'essayer de reconstruire ce qui s'était fait après la Deuxième Guerre mondiale. Une des choses qui était très importante, ce n'était pas seulement l'Union européenne économique, c'était une sorte d'Europe de la culture qui se construisait. Les avant-gardes littéraires, cinématographiques, artistiques, théâtrales, intellectuelles, passaient par des échanges internationaux, et notamment traverser les frontières. La littérature, c'était une littérature européenne qui ne se construisait pas des littératures repliées sur elles-mêmes. Et si la culture aujourd'hui a un rôle, et si nous pouvons faire quelque chose dans ce domaine-là, c'est justement d'essayer, comme nous le faisons ce soir, de multiplier les échanges transnationaux malgré les problèmes de langue que ça pose, parce que les problèmes transnationaux posent des problèmes de la traduction, qui n'est pas seulement de la traduction linguistique, mais aussi de la traduction des concepts, des notions, des habitudes culturelles, des références que l'on a. Et donc, la question de la traduction est très, très importante. Merci, vielen Dank. Apropos de Traducteur, wir wollte auch noch den Dolmetschern heute Abend danken und nochmal guten Abend sagen. Herr Bayer und Frau Krämer sind es heute Abend. Entschuldigung. Wie sind wir in diesen Schlamassel hineingeraten? Wie sehen Sie die Lage? Sind wir die dümmste Generation, die je gelebt hat? Ja, ich würde es mal vielleicht so sagen. Ich glaube, wir sind... Oh Gott, ja, Mikro. Ich glaube schon, wir befinden uns wie hätte man früher gesagt, in einer Art von Zeitenwende. Die allermeisten, glaube ich, in den europäischen Gesellschaften sind der Auffassung, dass diese merkwürdige Periode der letzten 30 Jahre, die manche Neoliberalismus nennen, vorbei ist. Nicht ihre Wirkungen, es gibt noch Wirkungen, aber quasi der ideologisch-ideelle Kern des Neoliberalismus ist weg. Warum? Wenn ich sozusagen
dass man auf einen einzigen Satz konzentrieren kann. Die letzten 30 Jahre waren von der Vorstellung beherrscht, dass eine gute Gesellschaft eine Gesellschaft starker Einzelner ist. Eine gute Gesellschaft, wir müssen sozusagen, Politik hat die Aufgabe, die Stärke des Einzelnen noch stärker zu machen. Und es war die tiefe Überzeugung der letzten 30 Jahre, dass einzelne Menschen etwas bewirken können. Raus aus dieser Depression der 70er und 80er Jahre, der Gedanke, man kann etwas schaffen. Und Politik heißt, den Menschen die Möglichkeit zu geben, etwas selber schaffen zu können, Herr ihres eigenen Lebens sein zu können. Das glaubt heute kein Mensch mehr. Ich glaube, der Glaube ist verloren gegangen, dass eine gute Gesellschaft eine Gesellschaft starker Einzelner ist. Warum? Weil viele Leute heute merken, dass sie sich in eine Schutzlosigkeit selber hinein manövriert haben, von der sie selber nicht so genau wissen, ob sie dem Gefühl der Schutzlosigkeit, das sie empfinden, glauben sollen oder nicht. Das ist gar nicht so sicher, dieses Gefühl der Schutzlosigkeit, aber man meint, man müsse sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und das ist darin steckt etwas Positives und auch gleichzeitig etwas sehr Gefährliches. Wir haben eine Wiederbelebung des Motivs der Solidarität in allen europäischen Gesellschaften. Nur wird dieses Motiv der Solidarität heute von rechts besetzt. Also die populistischen Parteien, die wir in Europa haben, sind Parteien der Solidarität. Und zwar einer perversen Auffassung von Solidarität, nämlich einer exklusiven Solidarität. Also nicht einer einbeziehenden Solidarität, sondern einer ausschließenden Solidarität. Aber der Grundimpuls ist auch eines des Brechens mit einer Periode der Enteignung, der Schutzlosigkeit und der Idee, dass eben nochmal einzelne Starke sich retten können. Retten können wir uns offenbar nur in Solidaritäten, sagen alle. Jetzt taucht aber dieses merkwürdige Problem auf, was ist denn dieser Denkraum der Solidarität? Was soll denn das eigentlich sein? Wollen wir wieder zurück in die 70er Jahre? Die allermeisten wollen nicht zurück in die 70er Jahre. Die wollen nicht den Wohlfahrtsstaat der 70er Jahre. Die wollen nicht, Entschuldigung, auch nicht die kommunistische Partei der 70er Jahre, die ja in Frankreich sehr glorios war. Nein, das will man alles nicht. Und vielen steht auch in Deutschland vor Augen, naja, wir hatten ja auch so ein bisschen Sozialismus im eigenen Lande. Ne? Wollen wir da wieder hin? Nee, will man doch irgendwie auch nicht. Selbst die Linke will nicht dahin in Deutschland. Also es ist in einer bestimmten philosophischen Tradition nennt man das einen leeren Signifikanten. Also Solidarität ist etwas, was alle anspricht, aber keiner weiß, was das ist. Und alle manövrieren herum zu sagen, ja, was ist denn das eigentlich? Was bedeutet es das eigentlich? Und das ist die Situation, in der wir uns befinden. Jetzt kommt Nils Minkmars Punkt mit der Generation. Er meint eigentlich die mittlere Generation, der jetzt, sagen wir mal, Mitte 40 bis Mitte 60-Jährige. Also Angela Merkel ist Jahrgang 1954, die hat als prägende Figur generationell gesehen noch so 5, 6 Jahre. Dann ist es auch vorbei. Und das ist jetzt die interessante Phase. Was wird eigentlich die prägende Idee der nächsten 5, 8 Jahre sein? Und welche Kraft hat die mittlere Generation von heute, diese prägende Idee auszufüllen? Und da gibt es ein grundsätzliches Problem, wenn ich mal einmal wir sagen darf zu uns dreien. Wir, diese mittlere Generation, kommt alle aus dieser Phase der Stärkung des Einzelnen. Didier Eribon hat das in seinem Buch sehr klar beschrieben. Das ist natürlich für viele Leute eine Erfahrung der Liberalisierung, der Befreiung gewesen. Die Idee des starken Einzelnen war auch eine Idee der Emanzipation. Und wenn es jetzt plötzlich heißt, ja, wir wollen nicht mehr die starken Einzelnen, ja, wollen wir jetzt die Emanzipation zurückdrehen? Und das ist, glaube ich, die Intuition von Nils Minkmar teile ich, dass da irgendetwas faul ist im Staate Dänemark, was diese Generation betrifft, weil das ist auch sehr schwer. Wie kann man jetzt umschalten? Wie kann man jetzt eine andere Idee gesellschaftlicher Solidarität in Werk setzen? Denn, und das ist die wichtige Erkenntnis für alle, die man von allen rechtspopulistischen Parteien heute
kriegen kann. Solidarität, die exklusiv ist, ist gefährlich. Die ist nationalistisch. Solidarität funktioniert nur, wenn es ein Korrektiv an einem Begriff von Emanzipation hat. Also Solidarität und Emanzipation wäre klasse. Aber was ist Emanzipation heute? Von was wollen wir uns emanzipieren? Vielleicht darf ich noch einen letzten Gedanken, dann ist er gut. Uns allen steckt die Krise von 2008 noch in den Knochen. Wir wissen das aber noch gar nicht. Nämlich die Vorstellung, dass wir in einem Kapitalismus leben, das ist besonders in Deutschland ein Thema, ist vielleicht in Frankreich anders, kann ich nicht beurteilen. Deutschland ist in einer derartig robusten Lage, dass es zum Fürchten ist. Uns geht es erschreckend gut. Und dieses erschreckend gut ist immer grundiert mit diesem Gefühl, waren wir nicht gerade noch auf ganz dünnem Eis, was den Kapitalismus der Welt betrifft? Hat sich denn irgendetwas geändert? Klar, ein paar Bestimmungen für die Banken sind verändert worden, was so die Einlagenhöhe betrifft. Aber im Kern geht doch die Idee weiter, dass Geld aus dem Nichts entsteht. Der Beweis dafür ist die Politik der Europäischen Zentralbank. Da wird Geld gepumpt. Und man denkt, ist das jetzt noch richtiges Geld? Dieses billige Geld? Sie zahlen, wenn Sie Geld aufnehmen wollen in Deutschland, lächerliche 1%, 0,8% bei Immobilienkrediten. Das ist doch Wahnsinn, sagen sich die Leute. Da stimmt doch was nicht. Und wer spricht das eigentlich aus? Wer spricht es aus, was da los ist? Ich glaube, nicht Angela Merkel muss ihre Politik erklären. Ich glaube, Mario Draghi muss seine Politik erklären. Er muss irgendwie sagen, das ist eine vernünftige Sache, was ich hier mache. Was ich übrigens glaube. Ich glaube, dass das vernünftig ist, was er macht. Aber es ist sehr, sehr schwer, einem Publikum zu erklären, das gleich sagt, ja, und was ist mit meiner privaten Rentenversicherung? Muss ich leider sagen, ist immer weniger wert. Ja, aber was ist mit meinen Ersparnissen? Kannst du dich nicht mehr drauf verlassen. Ja, aber man hat doch gesagt, wir sollen mich um private Rentenversicherungen kümmern. Ich habe doch Riester abgeschlossen. Wieso ist das jetzt alles falsch? Der internationale Kapitalmarkt hat sich verändert und das trifft auch die Riester-Rente. Das ist nicht das Problem der Riester-Rente, das ist die Situation des internationalen Kapitalmarkts. Ich bin bereit, Ihnen das alles zu erklären. In aller Ruhe, ohne mich über sie lustig zu machen, ohne nicht die Ängste ernst zu nehmen. Das ist aber alles nicht so ganz einfach. Sehr, sehr interessant. Ja, da merkt man auch, dass das natürlich diese starken kulturellen und symbolischen Prägungen in Europa, weil das sind ja wirklich deutsche Heiligtümer, schwarze Null, ja, Sparen für die Zukunft und so. Das ist wirklich auch die wahre deutsche Religion zum Teil. Didier Eribon, Sie beschreiben in Retour à Reims ja sehr stark, wie sich Ihre Familie, die der Arbeiterklasse zugehört, sich von den Kommunisten und von den Gewerkschaften langsam fortentwickelt und einen immer inhärenten Rassismus und eine Xenophobie auch überträgt dann aktiv zur Wahl der Parteien des Front National. Was denken Sie, wie schätzen Sie, wie ist es gelungen? Anders, es ist ja gelungen, die kulturelle Hegemonie des Front National in Frankreich erschreckend weit zu bringen, aber wie kann man dem wieder begegnen? Also was würden Sie vorschlagen oder was sehen Sie, was wäre eine gute politische Strategie, um wenigstens dieses Ansteigen zu stoppen? Si je savais, je serais très heureux de pouvoir l'expliquer et utiliser ce savoir en France et ailleurs. Ce sont des phénomènes complexes qui affectent plusieurs pays européens, pas seulement européens d'ailleurs, puisque le succès, même s'il est sur le point de perdre les élections, mais le succès de Donald Trump, qui est quand même le candidat du Parti républicain aux États-Unis pour l'élection présidentielle, son succès auprès des électeurs ouvriers blancs signale que c'est un problème qui dépasse évidemment l'Europe. La classe ouvrière précarisée, réduite au chômage, évidemment, et qui se sent délaissée par les discours politiques et les pratiques politiques
et de la droite et de la gauche se tournent vers des candidats ou une offre politique qui semble penser à eux et représenter leurs intérêts. Donc nous avons... on peut comprendre, aussi horrifiant que ça puisse paraître, on peut comprendre pourquoi des gens qui, par exemple, dans le nord de la France, tout près d'ici, dans le bassin minier du nord de la France, qui est, on peut dire, le berceau historique du mouvement ouvrier français au XIXe siècle, où dans les années 1950, 1960, 1970, les candidats du Parti socialiste ou du Parti communiste étaient élus au premier tour avec des scores extraordinaires à chaque élection. Pourquoi dans ces mêmes communes, dans ces mêmes villes, aujourd'hui, c'est le Front National qui réalise ces scores extraordinaires? Il y a donc eu un basculement, un déplacement vers la droite de l'électorat populaire assez impressionnant, puisque le parti d'extrême droite qui faisait 4 ou 5%, il y a toujours eu une extrême droite en France, bien sûr, mais qui représentait 3 ou 4%, et qui n'était pas du tout une extrême droite des classes populaires. C'était les militaires fascistes, si vous voulez, ou les aristocrates, la vieille aristocratie qui n'avait pas renoncé à la royauté. Il y avait donc une petite base électorale de l'extrême droite, mais aujourd'hui, cette base électorale est rejointe par un nombre impressionnant d'électeurs des classes moyennes et des classes populaires. Et rendre compte de ça n'est évidemment pas facile parce que ça ne s'est pas fait en un jour. Et on a vu comment le discours de la gauche, au nom de la modernisation de la gauche, la modernisation de l'économie voulant toujours dire déconstruire la protection sociale, déconstruire les systèmes de l'assurance sociale, si je puis dire, de l'assistance sociale, défaire le welfare state, l'État-providence, comment la démolition de tous ces acquis des années 50 et 60 en Europe a conduit, et cette démolition par les partis de gauche, quand ils étaient au pouvoir, le Parti socialiste français qui en a donné un exemple stupéfiant au cours des dernières années et encore au cours de cette année, quand ils ont ils ont fait une loi qui transformait le code du travail dans un sens néolibéral, qui abolissait des protections dont pouvaient bénéficier les travailleurs. Il y a eu d'immenses manifestations syndicales en France qui ont été violemment réprimées. Là, qui ont été violemment réprimées par la police, avec des blessés graves, des cortèges, des manifestations se déroulant dans des nuages de gaz lacrymogènes, avec des charges de police, etc. Ça, c'était un gouvernement du Parti socialiste. Et il est évident que si un gouvernement du Parti socialiste produit des réformes comme celles qu'il voulait produire, qu'il a produites, réprime les manifestations qui protestent contre cette réforme. Ce sont les électeurs du Parti socialiste qui étaient dans la rue dans les manifestations. Il est évident qu'il y a assez peu de chances pour que ceux qui ont reçu des coups de matraque quand ils défilaient dans la rue aient envie de voter pour le même parti pour lequel ils avaient voté précédemment. Et donc, soit ils vont s'abstenir. On sait que le principal vote des classes populaires aujourd'hui, en France en tout cas, c'est un non-vote, c'est l'abstention, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas à la politique, qu'ils ne choisissent pas. Ils choisissent de s'abstenir. Et s'abstenir, ça n'est pas un acte individuel, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas voter. C'est un acte collectif, presque délibéré. On se constitue en groupe, en collectif, qui s'abstient. C'est la reconstitution d'un groupe, presque d'une classe sociale qui décide de s'abstenir. Et quand ces électeurs ne s'abstiennent pas, ils votent pour l'extrême droite. On le voit en France, on le voit en Allemagne, on le voit en Autriche, bien sûr, on le voit en Angleterre. Et je dois dire que si on comprend que c'est
pour beaucoup d'entre eux, de ces électeurs, c'est une protestation contre la situation qui leur est faite. On peut très bien comprendre ce vote sans l'accepter, sans l'admettre, et en essayant de... Mais il vaut mieux essayer de comprendre ce qui se passe que de nier la réalité. Et moi, je dois dire que j'ai dit ça dans une interview en Angleterre, ça a fait un petit scandale, mais je n'étais pas mécontent, que si j'avais été un électeur en Angleterre au moment du vote pour le Brexit, il est probable que j'aurais aimé voter pour le Brexit, Leave, parce que l'Europe qui est construite aujourd'hui ne me plaît pas, ne me convient pas. C'est une Europe néolibérale qui tend à déconstruire les droits des travailleurs. Mais j'aurais voulu aussi voter Remain contre le Brexit parce que je veux plus d'Europe, je ne veux pas moins d'Europe. Et sortir de l'Europe n'est certainement pas la meilleure manière de construire plus d'Europe. Donc, comment dire je ne veux pas de cette Europe, donc je vote Leave, mais comment dire je veux plus d'Europe, donc je vote Remain, non seulement Remain, mais Enlarge, Develop, etc. Donc, malheureusement, quand on vote, on doit dire Leave or Remain. On doit dire que moi j'ai voté non au traité constitutionnel en France en 2005, j'ai voté non. Et tous les journaux accusaient ceux qui votaient non d'être contre l'Europe. Non, je suis pour l'Europe. Je suis sans doute un des plus européens du pays dans lequel j'habite. Je déteste les frontières, je déteste le nationalisme, je déteste le patriotisme. Dans tous les domaines, je suis pour l'Europe, je suis pour plus d'Europe. Mais j'étais contre cette Europe que proposait le traité constitutionnel européen. Les Français ont voté non à 55%. L'année d'après, le Parlement a oublié que les Français avaient voté non par référendum et a voté le traité sans se préoccuper du fait que le référendum qu'ils avaient organisé, la réponse avait été négative. Et donc, évidemment, si vous consultez l'électorat, que l'électorat dit non, et que l'année d'après, vous vous moquez totalement de ce que l'électorat a dit, que vous faites quand même, et l'électorat, la prochaine fois, ne va pas voter, ou bien on assiste à de véritables insurrections dans les urnes, insurrections électorales, comme on l'a vu pour le moment du Brexit. Tout le monde était ahuri, stupéfait que le Brexit l'ait emporté. Mais le Brexit l'a emporté parce que Londres a voté 70% Remain, mais toutes les régions ouvrières dévastées du nord-est de l'Angleterre ont voté massivement Leave. Et ce sont des régions qui votaient traditionnellement, historiquement pour le Labour Party. Or, si les électeurs de gauche votent Brexit, c'est aussi parce qu'ils ne veulent pas de cette Europe. Ils ne veulent pas d'une Europe dans laquelle ils n'ont pas voix au chapitre. Et l'idée nationaliste, je termine là-dessus, pardon, l'idée nationaliste à laquelle qu'on voit se développer partout en Europe, où chacun dit « nous voulons notre souveraineté nationale », on peut dire que la politique de la Banque centrale européenne vis-à-vis de la Grèce, par exemple, où, en dépit des choix des Grecs, la Banque centrale européenne a imposé des mesures d'austérité dont même le Fonds monétaire international disait qu'elles étaient mauvaises et dangereuses, désastreuses, et on voit aujourd'hui des gens qui sont réduits quasiment à la misère en Grèce. L'idée de souveraineté nationale, ça vient aussi du fait que un certain nombre de gens, beaucoup de gens en Europe, voient dans cette idée de restauration de la souveraineté nationale contre les décisions européennes le moyen de se sauver eux-mêmes d'une précarité qui les menace. Alors c'est sans doute la mauvaise solution à adopter, mais on peut très bien comprendre que si l'Europe, c'est les mesures d'austérité imposées en Grèce, en Espagne, en Italie, au Portugal, quand on voit les résultats dans la vie des gens, il est bien évident que si l'Europe c'est ça, les peuples européens disent nous n'en voulons pas, et quand ils sont consultés, disent nous n'en voulons plus. Herr Bude. Ich muss doch jetzt ein bisschen Wasser in den Wein gießen, und zwar was die Wählerschaft betrifft, der Rechtspopulisten.
Ich habe das mit einem Kollegen ein bisschen genauer mir für die AfD-Wähler angeschaut in Deutschland. Ich glaube, ein ähnliches Bild findet man überall in Europa. Es gibt in der Tat den Teil der Opfer der Deindustrialisierung, die gibt es. Das ist aber nur etwa ein Drittel derjenigen, die für die AfD votiert. Es gibt ein weiteres Drittel, die ich mit dem Kollegen, mit dem ich mir das zusammen genauer etwas angeguckt habe, die wir etwas plakativ als die Selbstgerechten bezeichnen. Die Selbstgerechten sind diejenigen, die sagen, wir wählen jetzt für AfD, weil wir nicht gegen Flüchtlinge sind, aber wir wollen nicht, dass denen was geschenkt wird, was uns nie geschenkt worden ist. Wir haben in unserer eigenen Mühe uns etwas aufgebaut. Ich habe etwas für die Bildung meiner Kinder getan. Ich habe investiert in die Bildung meiner Kinder. Das sollen die erstmal auch machen. Das heißt, die Selbstgerechten wollen Flüchtlinge, Migration, wollen die Veränderung der deutschen Gesellschaft nicht, weil sie in ihren kleinen sozialen Kreisen nicht gestört werden wollen und so einen kleinen Stolz auf ihr Leben aufgebaut haben. Ein zweites Drittel. Und das dritte Drittel ist besonders interessant. Die sind nämlich hochgebildet, verdienen nicht schlecht und sind der Meinung, dass sie weltoffen sind. Ein Drittel der AfD-Wähler. Was sind das für Leute? Die haben wir uns genauer angeguckt. Und das ist jetzt sehr interessant. Das sind Leute, die sagen, ich kann was. Ich kann auch was reißen. Ich habe starke Überzeugungen meiner eigenen Kompetenzen. Aber ich habe im Leben so und so oft erlebt, dass auf Umstände, die ich nicht habe beeinflussen können, ich unter meinen Möglichkeiten bleiben musste. Wir nennen die Verbitterten. Das sind die Verbitterten der deutschen Mittelklasse. Über die Verbitterungsmilieus der deutschen Mittelklasse soll man sich keine falschen Vorstellungen machen. Die sind weiter, als wir glauben. So, und wenn die Verbitterten, die Ignorierten, über die Didier Eribon redet, und die Selbstgerechten zusammenkommen, dann gibt es eine sehr, sehr gefährliche Melange. Denn die Verbitterten sind deshalb so wichtig, weil sie die organisationsstarken Kräfte einer Rechtsbewegung sind. Und es sind diejenigen, bei den Verbitterten werden die Zustimmungen zu rechtspopulistischen Parteien auch immer jünger. Es ist eine völlige falsche Vorstellung, dass das alles nur Alte sind. Das stimmt nicht. Alle rechtspopulistischen Parteien in Europa haben eine starke Attraktivität für jüngere Wähler. In Deutschland gibt es bei den Erst- und Zweitwählern eine Gruppe, die für die AfD votiert, im Umfang der Grünen mittlerweile, nämlich von etwa 18% bei den Erst- und Zweitwählern. Das heißt, Vorsicht, 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 Vorsicht gar nicht. Ich will nur sagen, es gibt die Problematik der Deindustrialisierung, aber es gibt auch die Problematik, das sagen jetzt Soziologen so vornehm, der relativen Depravierung in der gesellschaftlichen Mitte. Und es gibt diese selbstgerechten Milieus, die man früher als Kleinbürger bezeichnet hätte. Der selbstgerechte Kleinbürger ist sehr gefährlich für diese. Jetzt hat es aber alles keinen Sinn, über die als die zu schimpfen. Nicht zu sagen, das sind die anderen. Es ist sehr, sehr schwierig, nicht auch zu akzeptieren, dass viele möglicherweise von uns sogar, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, Anteile von den dreien auch in sich spüren. Anteile von Selbstgerechtigkeit, Anteile von Verbitterung und Anteile von Ignorierung. Und das, glaube ich, ist etwas, was sehr, sehr wichtig in der augenblicklichen Situation ist, dass die politischen Parteien, ob sie nur konservativ sind oder sozialdemokratisch oder links oder rechts, das ist jetzt so ein Begriff, der in der Soziologie so ein bisschen modisch geworden ist, gebe ich zu, diese Resonanz für diese drei affektiven Elemente entwickelt. Und nicht nur sagt, es gibt dummerweise viele meiner Kolleginnen und Kollegen der Soziologie sagen, ja, die haben doch keinen Grund, sich zu beschweren, denen geht es doch so gut. Was nützt das alles? Das ist wie bei Angst. Wenn Leute Angst haben, du brauchst keine Angst zu haben. Ja, haben die dann Leute keine Angst? Natürlich haben sie Angst.
Oma hat Angst. Ja, aber die Wohnungseinbrüche sind doch zurückgegangen in dem Viertel. Ja, aber ich habe trotzdem Angst. Kann ich ihr das jetzt ausreden im Hinweis auf die Wohnungseinbrüche? Nein, das ist dumm, ist wirklich dumm, weil die Oma sich natürlich schutzloser fühlt. Es geht nicht um die Frage der Höhe der Wohnungseinbrüche. Ich kann dem nicht entgegentreten mit der Puste und dem sagen oder irgendwas. Kann ich nicht mehr. Und das ist, glaube ich, dieses Problem der Ledierung, das in unserer Gesellschaft, besonders in allen europäischen Gesellschaften, möglicherweise weltweit ausgebrochen ist. Es gibt eine sozialstrukturelle Lediertheit der Bevölkerung, die quer durch die Milieus und Klassen geht. Können wir jetzt nicht die Omas bewaffnen? Parce que, si je peux me permettre, Heinz, il me semble que ce que vous venez de dire pour les partis de droite ou d'extrême droite, ça vaut et ça valait pour les partis de gauche et d'extrême gauche. Quand ce que je raconte dans Retour à Reims, Rückkehr nach Reims, quand j'étais enfant ou adolescent, ma famille votait pour le Parti communiste. C'était, on disait, le parti des ouvriers, le parti de la classe ouvrière. Mais le vote, il y avait 30% des ouvriers qui votaient pour le Parti communiste, 30% qui votaient pour le Parti socialiste et le reste qui votait à droite. Le vote ouvrier pour le Parti communiste ne représentait qu'une partie du vote pour le Parti communiste. Il y avait les enseignants, les instituteurs, les enseignants du primaire, les enseignants du secondaire, les enseignants du supérieur, les artistes, les gens de théâtre, les professions culturelles votaient massivement pour le Parti communiste. Et donc, le vote pour le Parti communiste, dont on disait le parti de la classe ouvrière, était un vote sociologiquement, socialement composite. Et ça formait une sorte d'alliance. Ce sont des gens qui se retrouvaient non seulement à chaque élection pour voter pour le même parti, mais ce sont des gens qui se reconnaissaient dans un type de discours, dans un type de problématique, de manière de voir le monde, la lutte des classes, le progrès social, la transformation sociale, aller vers plus d'égalité. Donc, quand je parle aujourd'hui de précarité, c'est pas quelque chose c'est un concept très important, la précarité, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Moi, j'ai connu mes parents au chômage pendant des années. J'ai connu mes parents quand j'étais vraiment enfant, nous n'avions quasiment rien à manger. Bon, c'était une grande précarité. Mes parents se sentaient menacés par l'arrivée d'immigrés algériens en France. Dans les années 50, 60, le racisme, l'hostilité aux migrants était déjà très très forte. Mais ça ne débouchait pas, ça n'était pas un déterminant du choix politique. Mes parents votaient pour le Parti communiste et tenaient dans les conversations quotidiennes de manière obsessionnelle des propos racistes, ou en tout cas hostiles aux immigrés qui viennent prendre notre travail, qui viennent profiter des droits sociaux, alors que nous, on n'a plus droit à rien, ce qui n'était pas vrai, évidemment. Donc, pourquoi est-ce que ces sentiments-là, aujourd'hui, à savoir nous sommes menacés, mais nous votons pour un parti qui nous défend, qui était le Parti communiste. Je n'ai aucune nostalgie. Moi, j'étais militant quand j'avais 15 ans, 16 ans. J'étais militant trotskiste. Donc, je ne suis pas suspect de sympathie pour le Parti communiste, que je considérais comme un parti stalinien, horrible. Donc, je n'ai jamais eu la moindre affinité, sympathie pour le Parti communiste. Mais je considère aujourd'hui que c'est un parti qui donnait à des gens comme mes parents, mais ma famille, du quartier dans lequel j'habitais, qui donnait un cadre de pensée pour donner une signification politique aux expériences vécues quotidiennement et comme ça socialement, économiquement. Et donc, il y avait un cadre de pensée. C'était des gens qui se pensaient comme la classe ouvrière. Quand dans ma famille on disait « nous », c'était « nous les ouvriers ». Nous, la gauche, nous, les ouvriers. Mes parents, mes grands-parents, on disait juger les hommes ou femmes politiques, à l'époque c'était surtout des hommes d'ailleurs politiques, juger les responsables politiques avec une frontière très nette qui était ceux qui sont pour l'ouvrier et ceux qui sont contre l'ouvrier. C'était très simple, le monde était binaire, ceux qui sont pour l'ouvrier, ceux qui sont contre l'ouvrier.
aujourd'hui, si vous faites cette frontière, ceux qui sont pour l'ouvrier, ceux qui sont contre l'ouvrier, savoir qui serait dans une catégorie, qui serait dans l'autre, serait beaucoup moins simple. À l'époque, c'était très simple. Il y avait la bourgeoisie et il y avait les travailleurs mobilisés contre la bourgeoisie. C'était un cadre de pensée. La notion de classe sociale était très importante. Alors, on peut retravailler cette notion de classe. Je ne suis pas marxiste, je ne pense pas à l'idée d'une lutte des classes avec des majuscules, grand L, C, avec le prolétariat avec un grand P et la bourgeoisie avec un grand B, dans une sorte d'affrontement historique. Je ne pense pas en ces termes-là. Mais ça n'empêche que quand le marxisme a disparu du paysage politique et intellectuel français dans les années 80 et 90, notamment après l'effondrement du mur de Berlin, la disparition de l'Union soviétique, et donc la disparition concomitante du Parti communiste français, quasi-disparition, il est apparu que une gauche moderne a dit il n'y a plus de classe sociale, il n'y a que des individus qui doivent se sentir responsables d'eux-mêmes. Le discours néolibéral, individualisant, le contrat de travail devait être individualisé, et c'était plus d'ailleurs on le revoit aujourd'hui avec les récentes réformes socialistes. Il n'y avait plus l'idée de classe sociale, de collectif constitué en tant que collectif. Et évidemment, la gauche socialiste, conservatrice de droite, une gauche de droite, si je peux dire, a défait l'idée de groupe social, que j'appellerais classe sociale, mais a défait l'idée d'un collectif social, d'une classe sociale. Mais en défaisant l'idée de classe sociale, il n'a pas changé les réalités que vivent les gens. Et ils se sont reconstitués comme classe à travers le vote pour un autre parti. Et ceux qui votaient pour le Parti communiste en disant « nous, les travailleurs, contre la bourgeoisie, contre les exploiteurs, contre les patrons, etc., contre ceux qui sont contre l'ouvrier », ils se reconstituent comme classe et comme groupe pour peser dans l'espace, dans la sphère politique, dans l'espace public. Ils se reconstituent comme groupe par le moyen du soutien et du vote réitéré à chaque élection pour le Front National. Et donc, la question, c'est... ce sont des dynamiques. Je crois que la gauche a commis l'erreur historique de penser que les ouvriers et classes populaires votaient naturellement à gauche. Or, non. Le vote pour voter pour un parti, il faut se sentir représenté par lui, par ce parti. Si on ne se sent plus représenté par ce parti, bien les ouvriers ne sont pas naturellement des électeurs de gauche. D'ailleurs, historiquement, on sait qu'il y a eu des grands mouvements de droite, d'extrême droite ouvrière dans les années 20 en 30 ou 30 en France. Le vote pour la gauche n'est pas naturel, il est construit historiquement et politiquement. S'il n'est plus construit politiquement par des discours qui donnent aux individus un sens à leur existence et à leurs conditions de vie, il est évident que la signification donnée par un autre parti va fournir ce cadre pour se penser soi-même. Et donc, eux qui étaient les patrons et nous, les ouvriers, c'est devenu eux, les étrangers, les immigrés, etc. Et nous, les Français. Et donc, ça produit les 3/3 dont vient de parler Heinz. Il est évident que ça produit les travailleurs qui votaient pour le Parti communiste avec les enseignants du secondaire, avec les artistes, avec les professions culturelles, votent aujourd'hui pour l'extrême droite, avec les militaires fascistes, avec les anciens colons d'Algérie qui vivent dans le sud de la France. Donc ce sont d'autres alliances politiques qui se créent, peut-être pas explicitées comme telles, mais en tout cas qui s'opèrent pratiquement par le moyen du bulletin de vote pour un même parti. Et l'idée qu'aujourd'hui, la prochaine élection présidentielle en France verra un second tour avec un candidat de droite dur et une candidate d'extrême droite,
est quelque chose, quand Heinz dit on ne peut pas nier les réalités, il faut les affronter, je suis entièrement d'accord avec lui. De toute façon, même si on les niait, elles sont là pour se rappeler à nous. Et l'idée que Marine Le Pen fasse 30% des voix au premier tour de l'élection présidentielle est quelque chose de terrifiant. Mais de fait, ça veut dire que 30% des électeurs français vont voter pour elle, et notamment 30% parmi les 30% des jeunes électeurs. Le Front National est le parti qui fait aujourd'hui le score le plus important dans l'électorat entre 18 et 24 ans. Pas évidemment ceux qu'on voit dans les grandes villes, pas la jeunesse estudiantine, mais les chômeurs, ceux qui ne trouvent pas de travail, ceux qui sont éliminés du système scolaire très tôt et qui se tournent vers l'extrême droite avec ses valeurs, alors qu'autrefois, ils se tournaient vers la gauche avec ses valeurs. Soi-disant Valeurs. Herr Bude, wollen Sie direkt reagieren? Ja, ich sehe darin eine Tendenz, die wir in der deutschen Sozialgeschichte kennen, das nennt man negative Integration. Wir haben eine ganz starke, alles das, was Didier gerade geschildert hat, ist das Strukturelement negativer Integration. Man findet sich zusammen und negative Integration heißt, um es hart zu sagen, man bleibt immer in einer entscheidenden Minderheit. Man wird nie eine Mehrheit gewinnen. Deshalb ist Corbyn das können Sie gerade in Großbritannien sehen und wunderbar analysieren, hat so großen Zuspruch bei der Labour Party, aber es bedeutet, dass die Labour Party nie die Mehrheit gewinnen wird, wenn er Regierungschef bleibt, also Parteichef bleibt. No way, nie. Und deshalb glaube ich, dass es eine sehr, sehr schwierige und sehr gefährliche Konstellation ist. Die Struktur negativer Integration führt dazu, dass es eine starke Gegenbewegung gegen die Herstellung von kollektiver Handlungsfähigkeit in einer Gesellschaft gibt. Und das ist deshalb so schwierig, weil wir in einer Situation leben heute, wo alle europäischen Gesellschaften extrem auf kollektive Handlungsfähigkeit angewiesen sind, zur Lösung der Probleme, die da sind, die unleugbar da sind. Wir haben noch nichts darüber gesagt, könnte man sagen, muss man aber nicht. Wenn wir nur bei Deutschland und bei Frankreich bleiben, vergessen Sie bitte nicht, dass die Migrationsregime der französischen Gesellschaft, der deutschen Gesellschaft nicht mehr funktionieren. Es ist nicht so, als ob wir ein funktionierendes Migrationsregime hätten. Frankreich ist eine Gesellschaft, die, müssen wir ganz schnell sagen, die Migrationszug der Franzosen ist die rechtliche Abstraktion von Mitgliedschaft. Ne? Frankreich geboren ist Franzose, alles andere interessiert uns nicht mehr. Wir können ethnische Zugehörigkeit, wollen wir gar nicht mehr feststellen. Das hat dazu geführt, dass unter dem Deckmantel der rechtlichen Gleichstellung eine der schärfsten Exklusionslandschaften auf der Welt in Frankreich entstanden ist, in den Vorstädten. Das ist eine starke Exklusionslandschaft. Ihr seid Franzosen, aber ihr gehört trotzdem nicht dazu. Aber das ist sozusagen unthematisch. In Deutschland war Migration bis heute immer dominiert über die Arbeitsmärkte, war immer Arbeitsmarktinklusion plus relative Diskriminierung. Das war immer das deutsche Modell. Wir inkludieren sie in die Arbeitsmärkte und sind ein bisschen fremdenfeindlich, aber das klappt schon alles. Und das sozusagen, die andere Seite der Fremdenfeindlichkeit ist der Multikulturalismus. Das ist einfach die Umdeutung desselben Musters. Ne? Aber im Kern ist es immer die Integration über die Arbeitsmärkte gewesen. Das hat nochmal sehr gut funktioniert mit den Bürgerkriegsflüchtlingen und den Aussiedlern der 1990er Jahre. Und zwar wahnsinnig gut funktioniert. Die Spätaussiedler aus Russland, etwa 1,8 Millionen, sind restlos in die deutschen Facharbeitermärkte erfolgreich verschwunden, sind weg. Fallen überhaupt nicht mehr auf als Problem. Das ist das deutsche Modell. Ach, die Arbeitsmärkte werden es schon richten. Zum ersten Mal haben wir jetzt eine Situation in Deutschland, wo den Deutschen dämmert, das wird nicht nochmal so funktionieren. Also wer die deutschen Zeitungen verfolgt hat, hat gesagt, im November hieß, die deutsche Wirtschaft begrüßt die Politik von Angela Merkel. Ich habe kürzlich mit einem Vorstandsvorsitzenden eines großen deutschen Unternehmens gesprochen. Ich habe gesagt, ja, wie viel haben Sie denn so? Naja, aber 150 haben wir. Da habe ich gesagt, jetzt sagen Sie es lieber nicht weiter. Ne? Reden Sie nicht mehr davon. Seien Sie einfach ruhig, halten Sie den Mund. 150, sind Sie wahnsinnig geworden?
Ja, das ist alles mit den Sprachen. Hören Sie auf, hören Sie auf, sonst werde ich noch sauer. Und dann hat er gemerkt, dass ich das ernst meinte. Der kann doch nicht ernsthaft mehr sagen, wir haben 150 Leute, 150 Flüchtlinge. Also ich fand es, wie kann der mir sowas sagen? Von 1 Million, die gekommen sind. Genau. Und das ist das Problem. Es dämmert, es geht nicht so einfach. Wir haben ein wohlfahrtsstaatliches Kontingent von etwa 1 Million. Das schieben wir noch ungefähr 8 Jahre vor uns her. Und wir wissen nicht, wo bleiben die? Was machen die? Ändern die unsere Städte? Ändern die unsere Kleinstädte? Es ist völlig unklar, was im Augenblick passiert. Ich sage nicht, dass ich glaube, dass das alles lösbar ist. Nur man muss zur Kenntnis nehmen, dass die klassischen Migrationsregimes, ich vergleiche nur Deutschland und Frankreich, es ist in Großbritannien dasselbe, da ist es anders funktioniert, es ist aber dasselbe Problem. Das heißt, man kann den Leuten auch nicht von politischer Seite sagen, ja, wir haben hier doch ein Modell, nach dem es gehen kann. Das stimmt aber doch gar nicht. Das ist das Problem. Oui, mais comme vous venez très justement de le rappeler, après la Deuxième Guerre mondiale, ce qui d'ailleurs avait été déjà le cas après la Première Guerre mondiale et aussi dans les années 30, par exemple la France a accueilli 500 000 Espagnols après la guerre civile en Espagne, au milieu et à la fin des années 30, 500 000. Si la France pouvait accueillir 500 000 Espagnols, comme ça, en 1 an, en 2 ans, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas accueillir 20 000 Syriens ou Afghans, puisque le chiffre de 20 000 a semblé extravagant au gouvernement de gauche français, quand l'Allemagne en accueillait presque 1 million. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des déplacements de population, vous venez de le rappeler, massifs, des Russes, entre les 2 Allemagnes, bien sûr, mais aussi des Russes, des gens qui habitaient les pays des pays baltes, puis les gens qui habitaient les pays des Balkans, l'Europe de l'Est. Il y a eu des déplacements massifs de population. Or, je ne dis pas que ça s'est fait facilement, je ne dis pas que les gens qui se déplaçaient comme ça n'ont pas souffert, parce qu'on parle toujours de la migration du point de vue de ceux qui accueillent ou n'accueillent pas. Et moi, quand je voyais les images des colonnes de migrants il y a 2 ans, sous les pluies battantes, comme ça, des dizaines de milliers de personnes qui marchaient, et qui marchaient depuis des jours et des jours sous la pluie, qui dormaient comme ils pouvaient, marchaient dans la boue, arrivaient d'un seul coup devant une barrière qui venait d'être construite avec des armées de policiers qui leur lançaient des gaz lacrymogènes. Il faut penser qui sont ces gens que l'on voyait, d'où venaient-ils, quelle était leur vie auparavant, quel était l'avenir vers lequel ils se projetaient, quels étaient leurs rêves et quels étaient aussi leurs cauchemars de voir que ce dont ils avaient pu rêver, quelles images. Aujourd'hui, on a des guerres épouvantables, des villes ruinées en Syrie, et donc des choses qui semblent relever d'un passé qu'on pouvait croire aboli, et puis des technologies ultramodernes où les gens qui fuient ces guerres et ces destructions ont des téléphones portables où ils peuvent consulter en direct comment se rendre dans telle ville. Et ils ont des images des villes où ils veulent aller. Ils connaissent Berlin, ils connaissent Stockholm, ils connaissent Londres. Ils ne sont pas allés, mais ils ont vu les images, ils rêvent de quelque chose. Et ils se projettent vers un avenir. Et quand on parle de l'avenir de l'Europe, il faut tenir compte de ce rêve, de ces rêves sans doute très différents, des gens qui arrivent. Or, si l'Europe, les pays européens ont pu faire face, sans doute avec difficulté, encore une fois, rien n'est jamais facile, à ces grands mouvements de population dans les années, à la fin des années 40, dans les années 50, dans les années 60, ces grands mouvements de population, pourquoi est-ce que ça n'est pas possible aujourd'hui? Et ici, évidemment, on m'objectera, il y a la couleur de la peau, il y a la religion, et il faut bien voir que tout le discours sur, en venant tout à l'heure
en train de Paris à Luxembourg, je traversais la campagne française où on voit des petits villages comme ça et des étendues où il n'y a personne qui habite. Et je me dis, puisqu'il n'y a personne qui habite et sans doute ces villages ont été désertifiés eux aussi, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas y loger des gens qui arrivent et qui pourraient trouver une maison, une école, qui pourrait d'ailleurs redonner, quand l'école a fermé parce qu'il n'y avait plus assez d'habitants et plus assez d'enfants, il pourrait faire rouvrir les écoles, faire rouvrir l'épicerie, le café du coin, etc. Pourquoi est-ce que ce qui a été possible ne l'est plus? Et pourquoi est-ce qu'on ne tient pas compte, comme je disais, quand on parle de l'avenir de l'Europe et des peurs face à cet avenir, pourquoi est-ce qu'on ne tient pas compte de ce qui a, pour des centaines de milliers de personnes, représenté un avenir qui n'était pas fait de peur, mais d'espoir, d'une imagination tout à fait illusoire quand on voit ce qu'ils rencontrent, effectivement. Mais en tout cas, cet avenir était un avenir fait d'espoir, d'attente de quelque chose de nouveau. Et pourquoi est-ce que nous ne sommes pas à la hauteur de ces espoirs? Et pourquoi est-ce que nous parlons, nous, des peurs que nous ressentons? Je suis comme tout le monde, Heinz a tout à fait raison, je suis comme tout le monde. Il y a le terrorisme, il y a le racisme, il y a le nationalisme, il y a l'extrême droite. Je suis comme tout le monde, j'ai peur de ces phénomènes. Mais pourquoi est-ce que la peur devrait être l'affect, le sentiment que l'on met en avant, au lieu d'essayer de penser justement à l'espoir que des gens qui arrivent portent en eux et donc pourraient insuffler dans nos pays une sorte de nouvelle inventivité. L'Europe va changer, l'Europe change, l'Europe va changer, elle ne sera plus l'Europe telle qu'elle a été, telle que des gens voudraient la figer dans le passé, dans une identité passée. S'il y a une identité de l'Europe, elle est une identité à venir, et forcément cet avenir sera un avenir différent, transformé, que je n'ai pas. C'est pas moi qui vais dire quel sera l'avenir, je ne vais pas le construire tout seul, mais je voudrais participer à cet avenir dans une perspective moins sombre. Oui. La référence aux années 30, je suis en train de lire le très beau livre de l'historien Yann Kershaw, en français ça s'appelle « L'Europe en déclin », qui porte sur l'entre-deux-guerres. Beaucoup de gens ont lu ce livre en disant « Voilà ce qui est en train de se produire à nouveau ». J'ai vu le beau film de Maria Schrader sur Stefan Zweig, le beau livre de Stefan Zweig, Souvenir d'un Européen. Évidemment, tout ceci, quand on voit ces films, quand on lit ces livres, on se dit c'est ce qui est en train de se produire à nouveau. Je ne suis pas certain que s'enfermer dans des références si importantes et si utiles soient-elles, c'est très bien pour notre culture, pour voir ce qu'il ne faut pas faire, mais je ne suis pas sûr que s'enfermer dans ces références, la référence aux années 30, soit le plus productif politiquement et intellectuellement. En effet, il y a une très bonne question que vous soulevez. Est-ce qu'il n'y a pas non plus des intellectuels justement qui profitent de ce sentiment ambiant de la peur pour se faire marchand de la peur? Il y a des intellectuels d'extrême droite extrêmement puissants, même Renaud Camus, un ancien militant de la Cosette. Alain Finkielkraut, Renaud Camus, Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, qui est un intellectuel d'extrême droite, maintenant, raciste, qui a beaucoup de succès. Et les gens disent « Ah, mais c'est un écrivain, il décrit des situations ». Non, il va à la télévision pour dire des choses. Ce sont des interventions politiques d'un intellectuel tout simplement raciste, islamophobe, anti-immigré, comme Renaud Camus, Alain Finkielkraut. Il y a tout un ensemble de gens qui font commerce de la peur et qui s'imposent comme intellectuels en faisant commerce de la peur. Et il y avait un très beau concept de Pierre Bourdieu, il disait les intellectuels négatifs, c'est-à-dire ceux qui font le contraire de ce que doit faire un intellectuel, c'est-à-dire s'opposer aux passions mauvaises, aux pulsions mauvaises. Nous devons nous y opposer, et non pas
nous donner des succès, des applaudissements, des émissions de télévision, en ratifiant, en applaudissant les pulsions mauvaises. Et évidemment, ces intellectuels négatifs, vous les voyez tous les jours à la télévision en France, et c'est très exactement ce contre quoi nous devons nous battre, mais je ne crois pas qu'il ne s'agit pas de les affronter sur les plateaux de télévision, parce que sinon ils ont gagné, on est sur leur terrain. Il s'agit de faire autre chose. Et qu'est-ce que c'est que faire autre chose? C'est construire d'autres espaces de discussion, d'autres espaces de dialogue, d'autres espaces de pensée. Quand je dis penser, ça peut être dans un théâtre, dans un musée, dans une exposition, etc. Il y a, comment dire, dans une salle de concert avec différentes formes de musique, pour tous les âges, pour tous les gens. Construire d'autres espaces d'élaboration intellectuelle et donc d'élaboration politique. Parce que, en effet, il y a... quand on dit les intellectuels, il faut bien savoir qu'il y a des intellectuels qui surfent sur la vague raciste et qui donc, en surfant, lui donnent à cette vague raciste une légitimité. Et ça, c'est terrifiant. Je voulais laisser réagir Heinz Bude. Wir haben ja auch die deutsche Rechtintellektuelle, die das ja relativ auch organisiert und mit Erfolg betreiben. Wie kann man die kulturelle Hegemonie von rechts, wie würden Sie der begegnen? Mit den gleichen Strategien wie die Ribon? Oder? Also ich glaube, intellektuell halte ich es im Augenblick für sehr wichtig, dass man, hört sich ein bisschen komisch an, dass man positive Stimmung hat. Also sozusagen ich hatte am letzten Montag eine Diskussion mit einem deutschen Linksintellektuellen, der hat das Herz der Finsternis heraufbeschworen und sagt, es ist alles furchtbar und es ist sozusagen, er hat also sozusagen weltweit mit vielen guten Gründen ein Szenarium entfaltet, ein wirklich nicht unbedeutender Mann, und ich kam überhaupt nicht mehr dazwischen und habe gesagt, was ist denn das jetzt? Du beschreibst eine Welt, in der du eigentlich beschreibst das Vergehen deiner eigenen Handlungschancen. Und wenn das eine intellektuelle Botschaft ist, ist sie zumindest psychologisch gefährlich. Sie können die Ängste von Menschen nur dann annehmen, wenn sie innerlich stark sind. Sie können sagen, du hast Angst, okay, erzähl mir mal. Wenn sie innerlich wissen, wie sie mit Angst zurechtkommen können. Nicht, dass sie Angst abschaffen, sondern wie sie mit Angst zurechtkommen. Und ich glaube, es gibt im Augenblick zu wenig Intellektuelle, die diese Haltung der Öffentlichkeit gegenüber haben. Ich habe keine Angst vor euren Ängsten. Sagt, könnt ihr mal einen Augenblick bei mir deponieren? Ihr könnt, es ist kein Problem. Nicht gleich sagen, darfst du nicht haben. Stimmt doch nicht, dementiere ich, sondern die kannst du bei mir deponieren und dann natürlich eine Deutung daraus zu machen, die sagt, was die Machbarkeiten sind, mit denen wir wirklich zu tun haben. Nochmal, um es deutlich zu sagen, Europa wird nie eine politische Einheit sein, weil Europa kein konstitutives Volk hat und es wird nie ein konstitutives Volk Europa geben. Es wird nie eine kulturelle Einheit Europas geben, weil es keine Kultur Europas gibt. Was es geben kann, ist eine Vergewisserung darüber, welches Erbe wir im Augenblick von Europa weitertragen. Wenn ich das mal in 3 Sätzen sage, es ist das Erbe von 4 Städten. Das ist relativ einfach zu erzählen. Europa ist Rom, fangen wir lieber mit Athen an. Europa ist Demokratie. Das heißt, man löst Probleme daher, dass man Mehrheiten herstellt. Und wenn man irgendwann noch mal gelernt hat, wir müssen auch Minderheiten schützen, wenn wir Mehrheiten herstellen, dann ist das schon mal ganz gut. Rom steht für die Idee des Rechts. Und das Recht heißt, dass es auch der Herrscher dem Recht unterworfen ist. Das heißt auch, das demokratische Volk ist dem Recht unterworfen. Also es gibt Athen nur mit Rom. Und es gibt eine dritte Stadt, die sehr wichtig in Europa ist, das ist Konstantinopel, das man jetzt Istanbul heißt. Und das ist die Grundthese Europas, die Grunderfahrung Europas ist die der Übersetzung. Man weiß nie, wo Europa aufhört. Ist jetzt der Bosporus oder was? Ist immer unklar. Dann macht man die Bibliothek kaputt von Konstantinopel und sagt,
weil die Bibliothek kaputt gemacht worden ist, müssen wir jetzt anfangen zu übersetzen. Also Europa ist der Kontinent der Demokratie, des Rechts und der Übersetzung. Und es ist eine vierte Stadt, und das ist am allerkompliziertesten, aber man muss es aussprechen, das ist Jerusalem. Das ist die Idee der Erlösung, der Menschenwürde, die Idee der unaussprechbaren Bedeutung des Einzelnen. Das ist Europa, die unaussprechbare Bedeutung des Einzelnen. In dem Grundgesetz die Würde des Menschen. Eine völlig unklare, ganz offene Formulierung, aber Ewigkeitscharakter in der deutschen Verfassung. Und diese 4 Elemente zusammenzuführen in einem offenen, für Ängste bereiten Begriff Europas und dabei sagen, Europa wird nie eine politische Einheit sein, es wird nie eine kulturelle Einheit sein. Wir können nur an diesem Erbe anfangen, uns selber zu definieren unter unterschiedlichen Bedingungen. Und die entscheidende neue Bedingung, die wir jetzt für Europa haben, die für alle Veränderungen der Inklusion, die wir in der Nachkriegszeit hatten, wir haben in Europa im Augenblick keinen gemeinsamen Krieg mehr als Hintergrund. Wir haben Kriege in Europa, wir haben Kriege um Europa drumherum, aber wir haben nicht mehr den gemeinsamen Krieg, aus dem es das Gefühl einer kollektiven Kriegsfolgebetroffenheit gibt. Das war das, was Helmut Kohl sogar mit François Mitterrand noch kommunizieren konnte. Das konnte man sogar Margaret Thatcher noch deutlich machen. Selbst Margaret Thatcher. Heute gibt es diesen gemeinsamen Fonds nicht mehr. Das war die Bedingung in der Bundesrepublik West, nannte Konrad Adenauer das Lastenausgleich. Das war die Bedingung, die Legitimität des Lastenausgleichs, von einem Konservativen formuliert. Kein besonders fremdenfreundlicher Mensch, Konrad Adenauer. Aber er wusste, es geht nur über Lastenausgleich, die ihm eher unsympathischen Vertriebenen und Flüchtlinge müssen irgendwie auch dabei sein. 14 Millionen, 15 Millionen, muss man irgendwie auch hinkriegen. Das geht so nicht mehr. Wir müssen diesen offenen, wie Didier gesagt hat, nach vorne offenen Begriff Europas vor unseren Augen neu uns selber mitteilen. Unter dem geht es nicht. Wir müssen die Elementarisierung Europas nochmal vornehmen, für uns selber. Und Intellektuelle müssen dazu sozusagen Stichworte liefern, aber machen muss das die Zivilgesellschaft selber. Und muss sich auch zu einer Kleinteiligkeit verstehen, im Aufnahme von Flüchtlingen, die für sie selber ertragbar ist. Das finde ich sehr wichtig. Dass man sozusagen sagt, einem Dorf, wir weisen euch 500 Leute zu und dann darf der Bürgermeister sagen, okay, 200, komm, gib uns 200. Das kriegen wir hin. Es gibt ja auch Städte, die sagen, wir wollen mehr. Ja, genau, und dann sagen andere, das ist auch gut. Also diese Offenheit gegenüber der Kleinteiligkeit zu kommunizieren, in der Lösung dieser Probleme, bei dem immer vor dem Horizont, was ist dir die Demokratie wert? Was ist dir das Recht wert? Was ist dir die Übersetzung wert? Was ist dir eigentlich die Erlösung wert? Und das sind, glaube ich, diese Themen, wir müssen es fast in so einem mythischen Vokabular uns nochmal vor Augen führen, in was für einem Kontinent wir leben. Und dann, glaube ich, gibt es sozusagen einen anderen intellektuellen Ton, der nicht des großen Bedauerns über den Neoliberalismus, der Resignation angesichts der Probleme der Welt ist, sondern ein Ton, der die innere Festigkeit und Sicherheit hat, die Ängste der Leute werden mich nicht umhauen. Und das, glaube ich, ist sehr wichtig. Und wenn Sie das auch noch politisch kommunizieren können, dann haben Sie die nächste Wahl gewonnen.